Le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Demain se tiendra un nouveau Conseil national de sécurité et les attentes sont nombreuses, notamment celles des commerçants dans le textile en particulier. En pleine période de solde, ils ne voient pas le client venir. Il faut dire que les conditions sont strictes, pas de quoi doper les ventes. Sophie Mergen. Cela fait 20 ans qu'elle travaille dans la mode et en 20 ans, jamais elle n'a vécu une telle période de solde. Jamais, au grand jamais. Franchement, c'est une catastrophe. En 2 semaines, ici, on a vendu l'équivalent du premier week-end de solde l'année passée. Donc, vous vous rendez compte? Et celui qui dit qu'il vend bien, qu'il travaille bien, tout ça, franchement, il peut aller se coucher parce que c'est de la vaste blague. La preuve, le chiffre d'affaires des commerçants a chuté de 40% par rapport au solde de l'année dernière. Dans les allées de ce centre commercial, peu de monde. Le plus grand frein, c'est cette règle de faire son shopping seul en 30 minutes. Je pense que ça décourage quand même bien les gens parce que justement y aller à deux c'est quand même une façon de se retrouver. Autre frein, et non des moindres, un pouvoir d'achat qui diminue à cause de la crise. Non, je n'ai pas fait les soldes parce que bon, la vie devient trop chère et pour notre petite pension, on doit faire très attention en ce moment parce qu'on ne sait pas où on va. Dans cette bijouterie, les pertes sont flagrantes par rapport à l'année dernière. Pour cette commerçante, il y a plusieurs problèmes. Les gens ont du mal à accepter, et c'est logique, c'est légitime, le fait d'avoir des restrictions qui sont quand même assez grosses. Et alors, surtout que maintenant, les gens ont découvert les achats sur Internet. Donc ça aussi, depuis le confinement, ça joue énormément. C'est pourquoi le secteur demande d'urgence au CNS d'assouplir les règles en vigueur et de permettre de faire son shopping à plusieurs, car la situation devient critique. Puisque 3 commerçants sur 4 sont en difficulté financière et n'ont pas atteint l'équilibre financier, ça pronostiquera de l'ordre de 20 à 25% de faillite à la fin de l'année. Alors, quelle solution ? Le syndicat Neutre pour Indépendants demande une prolongation des soldes. Il faudrait pour cela modifier la loi. Mais pour cette vendeuse, ça ne changerait de toute façon pas grand-chose. Trop de stocks invendus. On a un stock, moi j'ai jamais vu ça, jamais. On a un stock de début de saison quasiment. Si les marques pouvaient nous reprendre nos marchandises, ce serait vraiment bien pour nous. Depuis le confinement, le secteur de la mode a déjà perdu plus d'1,5 milliard d'euros. Oui, un secteur de la mode qui réclame donc plus de souplesse, des citoyens qui voudraient voir éclater la fameuse bulle des 5. Bonsoir, Tidiem Kouach. Doit-on s'attendre à un assouplissement ou un durcissement des mesures en vigueur demain ? Eh bien Nathalie, a priori, ni l'un ni l'autre. C'est un Conseil national de sécurité placé sous le signe de la prudence. Car si la situation sanitaire est stable dans notre pays, il faut rester vigilant. Et ce sera le message principal demain des autorités politiques. À 10 jours de la rentrée scolaire, il faut à tout prix maintenir nos efforts, maintenir nos gestes barrières pour éviter de perturber cette rentrée à l'école prévue pour tous les enfants de la première maternelle à la 6e, 7e secondaire tous les jours de la semaine. C'est pourquoi la bulle de contact rapproché, limitée actuellement à 5 personnes, ne devrait pas être élargie. Cependant, il se murmure qu'il y aura peut-être un assouplissement pour se rendre dans les magasins. Une personne pourrait faire ses courses, aller faire du shopping accompagnée d'une autre personne. La limite de temps, c'est-à-dire pour l'instant maximum de 30 minutes dans un magasin, pourrait aussi être levée. Quant au secteur culturel, événementiel ou du monde de la nuit, malgré leurs nombreux appels, sauf surprise, le Conseil national de sécurité ne devrait pas encore répondre à leurs demandes. Merci à vous, Diem. Et pour tenter d'en savoir plus, nous avons invité Frédéric Jacobs. Merci d'être avec nous. Chaque jour, vous livrez les analyses et les conseils du Centre de crise et de l'Institut de santé publique, Scienzano. Cette fameuse bulle de 5, celle qui concerne tous les citoyens, aujourd'hui, vous l'avez qualifiée d'essentielle. Elle ne va donc pas éclater demain ? Alors, je voudrais préciser que je ne suis pas membre du CNS et que je ne fais pas non plus partie des experts du GAZE qui conseillent le CNS. Mais quand on regarde effectivement les chiffres, on voit une légère amélioration, mais c'est la première semaine où l'on voit vraiment cette amélioration. Et on reste malgré tout dans le top des 5 pays avec le taux de contamination, le taux de personnes
détectés positifs le plus haut. Donc si la situation donne une tendance à l'amélioration, elle doit se confirmer et on est encore très très haut. Et donc il n'y a pas beaucoup d'arguments pour vraiment alléger cette bulle pour l'instant, mais encore une fois, c'est le CNS qui prend la décision. Ouais, parce que vous-même, vous l'avez reconnu, hein, cette bulle, elle est difficilement supportable à long terme. Elle est difficilement supportable parce que ça vous coupe tout à fait toute relation sociale et c'est vrai qu'on aime beaucoup voir ses amis, sa famille, que c'est difficile en ne voyant que 5 personnes sur un mois, c'est difficile. Mais c'est essentiel parce qu'on sait que la plupart des contaminations, en tout cas une grande partie des contaminations, se font dans la bulle familiale, dans le foyer et les gens qu'on voit de très près en ne prenant pas de précautions. Donc c'est vraiment essentiel d'essayer de limiter le nombre de personnes qu'on contamine de cette manière-là. Donc si je vous suis, on doit attendre d'avoir pendant un laps de temps plus long des résultats positifs à la baisse? Mais on voudrait bien voir ce nombre de contaminations vraiment retourner à un niveau tout à fait raisonnable, comme on avait vu vers le mois de juin, on était beaucoup plus bas, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a le retour des vacances, il y a le retour à l'école, et les activités qui vont reprendre. Donc, il y a un risque de transmission. À ça va s'ajouter les infections respiratoires qui vont venir se rajouter avec l'automne. Et donc tout ça fait une situation... Vous y tenez à l'heure actuelle? Je pense que pour l'instant, il n'y a pas d'argument pour l'élargir. Même, je pense que tout le monde ne souhaite qu'une seule chose, c'est l'élargir. Mais pour l'instant, je ne vois pas tellement d'arguments pour l'élargir. Une autre question en suspens. Faut-il généraliser le port du masque au bureau, en entreprise? Ce sera le cas dès la rentrée chez nos voisins français. Pour l'heure, chez nous, pas de véritable obligation. C'est un peu au cas par cas. La preuve en image avec Isabelle Heusen. Nous n'avons pas pu entrer dans les bâtiments de Toyota Motor Europe, car ici, les mesures prises pour assurer la sécurité sanitaire sont très strictes. Ceux qui ne pratiquent pas le télétravail doivent porter le masque non-stop. Après la discussion sociale, le dialogue avec tous les employés et ses représentants, on a décidé de bien utiliser le masque tout le temps parce qu'on s'est senti plus confortable, pas physiquement, mais de point de vue émotionnel. Dans cette autre entreprise, c'est aussi le télétravail qui est privilégié. Pour ceux qui préfèrent venir quand même au bureau, pas d'obligation de porter le masque. On a 1000 mètres carrés pour une dizaine de personnes, que ce soit à Bruxelles, à Paris. Donc on a une distanciation sociale qui est vraiment très facile à respecter. Mais on l'a entendu, la société a aussi un siège en France. Et là, le port du masque va devenir systématique. Du coup, l'entreprise songe sérieusement à uniformiser la règle. Ce serait plus difficile pour eux s'ils pouvaient nous voir sans masque pendant les vidéoconférences. Bon, je pense que voilà, c'est pas une bonne chose, mais on s'y fait. Mais une telle mesure peut-elle être appliquée à toutes les sociétés, quelles qu'elles soient? À la Fédération des entreprises de Belgique, on préfère analyser chaque situation. Par exemple, le couloir. Si c'est un couloir à sens unique, peut-être il ne faut pas porter le masque, ne doit pas être obligé. Si c'est un couloir étroit dans les deux sens, ok, il faut porter le masque. Alors nous, on part toujours, on se repose sur les principes qu'on connaît en entreprise, les principes de prévention. En France, on estime que 24% des foyers de contamination naissent sur le lieu de travail, ce qui explique cette mesure qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain. Frédéric Jacobs, chez nous, sait-on si les foyers de contamination sur le lieu de travail sont importants? On dispose de ces données? On ne dispose pas de ces données en Belgique, donc je ne peux pas vous répondre, mais on sait que le travail est un endroit où les gens se voient en prenant les mêmes précautions parfois qu'en famille, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas nécessairement un masque. Il faut savoir que les mesures de protection que l'on recommande en dehors du foyer et de la famille sont les mêmes qu'on soit à l'extérieur, dans un endroit public ou au travail. Le but est toujours le même et le masque est un des éléments. Donc ce qu'on veut, c'est diminuer le nombre de contacts, réduire les contacts, se désinfecter les mains, bien entendu, garder une distance d'1,50 m et quand on ne parvient pas à respecter cette distance, mettre un masque. Vous devez aussi travailler dans des endroits bien aérés pour qu'effectivement on diminue le risque de contamination. Donc c'est un ensemble d'éléments qui sont très importants pour diminuer la contamination. Et le masque en est un
si justement vous ne pouvez pas garder cette distance de sécurité. Mais donc, et là je m'adresse plutôt à la chef de la clinique des maladies infectieuses que vous êtes, également à l'hôpital Erasme, je ne vais pas anticiper une décision que vous ne prendrez pas demain au Conseil national de sécurité, mais pour vous, généraliser le port du masque en entreprise, s'il y a respect de tous ces gestes barrières, ce n'est pas nécessaire, une obligation générale? Je pense qu'il faut surtout informer les gens, parce qu'on n'a pas tellement parlé des précautions au travail pour l'instant. On a beaucoup parlé des précautions dans la rue, dans les magasins et autres, dans la sphère privée bien sûr, mais au travail, on n'en a pas tellement parlé et on passe de nombreuses heures au travail, parfois plus qu'en famille, bien entendu. J'ai une toute dernière question. Une étude de l'Université de Gand aujourd'hui montre qu'un Belge sur 3 n'est plus motivé, ne veut plus suivre les mesures. Or, 8 sur 10 les approuvaient au début de la crise. Est-ce qu'il n'y a pas un excès, une sévérité qui entraîne de facto une forme de désobéissance? Je pense qu'il y a une fatigue. Les gens en ont assez de ce coronavirus qui perturbe entièrement leur vie et ne comprennent plus très bien ces mesures qui sont différentes d'un pays à l'autre. Et d'un expert à l'autre. D'un expert à l'autre aussi, d'une journée à l'autre, d'un week-end à l'autre. Et donc, c'est vrai qu'ils sont perdus. Certains ne comprennent pas toujours pourquoi certaines mesures sont prises et pas d'autres. Par exemple, les écoles a été un bon exemple. On ne comprenait pas pourquoi les enseignants devaient mettre un masque et pas les enfants, alors qu'il y a une vraie raison de le conseiller. Et donc, les gens sont un peu perdus. Il faut reconnaître que cette crise dure depuis très longtemps, puisque c'est déjà depuis le mois de février-mars. On est mi-août et on ne voit pas vraiment de fin à cette épidémie. On parle beaucoup du vaccin, mais le vaccin, on sait que ça va prendre beaucoup de temps, que tout le monde ne sera pas vacciné. Pas non plus, vous, la fin, là, à l'heure actuelle. Et donc, je pense qu'on est pour un certain nombre de mois encore avec ce virus. Et donc, je crois qu'on se décourage un peu tous. Mais je pense qu'il ne faut pas. Parce qu'en prenant ces mesures, on parvient vraiment, on le voit maintenant, on commence à avoir une diminution du nombre d'infections. Et lors de la première vague, on a vu qu'on pouvait vraiment contrôler ça. Arrêter les choses, là, c'était avec un confinement total. Là, c'est évidemment, c'est ce qu'on doit éviter, bien entendu. Merci beaucoup, Frédéric Jacobs, d'être venu sur ce plateau. Nos voisins néerlandais analysent aussi la progression de l'épidémie et ils resserrent la vis. Nous avons, nous, une bulle de 5. Eux vont devoir maîtriser la bulle de 6. Bonsoir, Benjamin Carlier. Quelles sont précisément les nouvelles mesures aux Pays-Bas ? Eh bien, vous venez de le dire, Nathalie, la première règle, c'est la création de cette fameuse bulle sociale. Désormais, quand vous habitez dans le village qui se trouve ici derrière moi, de Mariadorp ou ailleurs aux Pays-Bas, eh bien, vous ne pourrez plus recevoir plus de 6 personnes chez vous à la maison. Pourquoi cette décision des autorités ? Eh bien, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était surtout lors de réunions de famille ou lors de soirées entre amis que le virus se propageait. Première règle. La deuxième règle, eh bien, c'est le port du masque. Il sera désormais obligatoire dans certains quartiers d'Amsterdam ou de Rotterdam. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Ce n'était le cas nulle part aux Pays-Bas, à part dans les transports en commun où le port du masque était obligatoire. Et puis la troisième règle, eh bien, c'est le télétravail. Normalement, eh bien, il ne devait plus être recommandé à partir du 1er septembre. Et les autorités l'ont dit, elles vont continuer à recommander le télétravail bien plus tard que prévu. Alors pourquoi ces décisions étaient prises alors que les Pays-Bas étaient encore jusqu'à présent assez laxistes? Pas beaucoup de mesures étaient prises. Au plus fort de la crise, eh bien, tous les commerces étaient restés ouverts aussi ici aux Pays-Bas. Il y avait très peu de mesures, notamment concernant les restaurants. Eh bien, parce que lors de la première vague, il y a eu très peu d'hospitalisations, mais on a vu cette dernière semaine, ce dernier mois, il y a eu plus de 595% d'augmentation de cas ici aux Pays-Bas. Les autorités veulent donc maintenir l'épidémie sous contrôle et veulent éviter sa propagation. C'est pourquoi elles ont pris un certain nombre de mesures. Elles ont déjà annoncé qu'elles pourraient encore renforcer et prendre d'autres mesures dans les prochains jours. Voilà donc pour la situation aux Pays-Bas. Merci à vous, Benjamin. Et cette crise sanitaire qui joue les prolongations, elle n'arrange ni les candidats voyageurs, ni les agences de voyage. Selon le secteur, 40% des agences risquent la faillite. Un secteur qui appelle à l'aide. Sarah Hendricks. Dans son agence de Jodogne, Sébastien travaille d'arrache-pied. Pourtant, depuis le mois de mars, il n'a presque plus de nouvelles réservations. Il faut par contre gérer les annulations, les bons à valoir et toutes les modifications de voyage. Les codes couleurs autorisant ou non les voyages à l'étranger ne font que lui compliquer la vie. Nous gérons aujourd'hui des gens qui vont partir dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et donc, combien de fois les couleurs vont-elles changer d'ici leur départ? Ça, c'est la grosse difficulté pour nous. Ce couple de voyageurs devait d'ailleurs partir d'ici peu dans ce qui est toujours une zone rouge. On avait prévu nos vacances en début septembre en Tunisie. Vu que les frontières n'ont pas encore ouvert, on a commencé un peu à douter de partir en vacances. Et du coup, on a commencé à rechercher un peu parce qu'on avait vu qu'on pouvait modifier nos vacances
donc 7 jours avant de pouvoir partir. Et du coup, on a trouvé une autre offre à Majorque. Face aux difficultés, Sébastien a déjà dû réduire son équipe de 7 personnes et mettre 16 autres employés au chômage temporaire. Une situation qui est loin d'être isolée. Aujourd'hui, le secteur représente près de 7200 emplois. 90% sont actuellement au chômage. Pour l'Union professionnelle, 40% des agences sont menacées de faillite et ce ne sont pas les mois qui viennent et les sports d'hiver incertains qui vont arranger la situation. Que vendons-nous en hiver? Principalement des destinations hors Schengen, puisque le soleil d'hiver ou les circuits à l'autre bout du monde sont en dehors de la zone Schengen. Et donc, certes, les mois précédents ont été difficiles, mais ceux qui arrivent, qui sont devant nous, le seront encore bien pire. Le secteur du tourisme ne s'attend pas à un retour à la normale avant 2024. Or, les agences de voyage en Belgique ont fourni des bons à valoir entre mars et juin pour un total de 360 millions d'euros. Valable un an, ils représentent une vraie menace s'ils ne peuvent pas être utilisés. Il va arriver un moment où il va falloir quand même les rembourser. Nous avons déplacé ce tas de sable, il arrive un moment où il faut le payer. Or, nous ne savons toujours pas le payer. Les liquidités sont au sein des compagnies aériennes, au sein de nos fournisseurs à destination, les hôtels, les loueurs de voitures. Et donc, si nous n'avons pas cet argent, nous ne saurons pas le rembourser. Les agents de voyage demandent au moins de pouvoir prolonger le droit passerelle et le chômage pour force majeure le plus longtemps possible. D'autres mesures seront sans doute nécessaires pour éviter le pire. Bonjour à tous. Faut-il prolonger la période des soldes? C'est en tout cas la demande du syndicat neutre pour indépendants. Il faut dire que le bilan de la première quinzaine des soldes d'été est décevant, moins 40% de chiffre d'affaires par rapport aux soldes de l'an dernier. Le syndicat demande donc la prolongation des soldes jusqu'à la mi-septembre. Autre demande, l'assouplissement de certaines règles, notamment la mesure exigeant de venir faire ses courses seul et de ne rester pas plus de 30 minutes dans un magasin. En Allemagne, un homme a provoqué plusieurs accidents sur une autoroute traversant la ville de Berlin. Il y a 6 personnes blessées, dont 3 grièvement. Le parquet allemand parle d'un acte islamiste. Selon plusieurs médias locaux, l'auteur des faits est un ressortissant irakien âgé de 30 ans, mais pas de confirmation officielle pour l'instant. La situation au Bélarus au centre d'un sommet européen extraordinaire qui commence aujourd'hui. Il sera bien sûr question des manifestations qui se poursuivent contre la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko. La chef de file de l'opposition appelle de son côté les Européens à rejeter des résultats qui, dit-elle, ont été falsifiés. Les militaires ont pris le pouvoir au Mali et poussé à la démission le président Ibrahim Boubacar Keïta. Un coup d'État donc. Les militaires à l'origine de ce coup d'État promettent une transition politique civile devant conduire à des élections générales dans un délai raisonnable. Ce coup d'État a été condamné par l'Union européenne et l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira d'ailleurs en urgence aujourd'hui. En cyclisme, place à la dernière étape du Tour de Wallonie, 200 km entre Bligny et Érezé. Hier, c'est l'Irlandais Sam Bennett qui a remporté la 3e étape du Tour. Le Français Arnaud Desmar s'empare du maillot jaune de leader. Et puis en football, le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Les Parisiens ont éliminé les Allemands de Leipzig 0-3 en finale dimanche. Ils retrouveront soit le Bayern Munich, soit l'Olympique Lyonnais, puisque les deux clubs s'affrontent ce soir. Voilà qui marque la fin de ces infos. Merci d'être à notre écoute.